Bonjour, c'est Patrick. Hier, c'était le 11 novembre, c'était donc la date anniversaire en fait de l'armistice, et évidemment, j'ai pensé en fait à ce qui s'était passé en fait dans cette première guerre mondiale, cette boucherie, et à tous ces pauvres types en fait qui sont allés se faire dégommer au nom de je ne sais quoi, au nom de la liberté, alors aussi bien du côté allemand que du côté français. Pour moi, ça fait pas de différence. Dans les deux camps, c'était des pauvres types, quoi, en fait. D'ailleurs, Céline en parle très bien dans Voyage au bout de la nuit, quand il raconte l'absurdité de la guerre. Euh, cette brutalité, en fait, de la guerre, cette plongée, en fait, dans la violence et l'ignorance, je pense qu'elle nous pend au nez à chaque instant, que ce soit collectivement ou personnellement. On est toujours attiré par cette brutalité, malgré nous, parce qu'on n'a pas les moyens parfois de comprendre d'où naît cette volonté, en fait. Et hier, tu vois, je me suis dit qu'il fallait que je m'attaque à quelque chose de très inconfortable, en fait, pour moi, qui est, en fait, le rangement, le classement de tout ce qui est administratif, tous les paplards qu'on garde, comme ça on fait des piles. Enfin, moi je suis comme ça, je fais des piles parce que j'ai une telle hantise en fait de l'administratif, ça m'étouffe. Donc je le mets de côté si tu veux, et puis ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Un peu comme quelque chose de honteux, tu sais, que tu veux pas regarder en face et que tu mets de côté. Et puis ça finit par prendre une place importante finalement dans ta tête. Et hier, je me suis dit, tiens, il faut que je m'attache à ça, puisque mon projet, en fait, c'est de repartir de zéro. Donc, c'est pas une blague, hein, c'est pas uniquement pour faire joli et pour faire un podcast, c'est véritablement ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, repartir de zéro, à 60 piges. Et je trouve que c'est très excitant comme situation, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre mon épouse et moi actuellement. Je trouve que c'est très inspirant en fait. Voilà. Donc je pensais à ça, je pensais à cette journée d'armistice, au fait que Maurice Genevoix soit entré au Panthéon, etc. Cette espèce de cérémonie, en fait, grâce à laquelle on tente, en fait, de masquer l'horreur, hein, en transmutant ça en héroïsme et puis en monument aux morts, quoi, en fait. Donc l'inconfort, c'est quelque chose d'important, je pense, et pas seulement uniquement dans les papiers administratifs, c'est-à-dire s'attaquer à l'inconfort, c'est s'attaquer à la racine, en fait, de tout ce qui nous bloque. Et en même temps que j'étais en train de ranger mes papiers, si tu veux, alors j'ai tout étalé, en fait, sur la table de mon atelier, parce que c'est une grande table. J'ai fait des petits morceaux de papier où j'ai marqué à chaque fois la catégorie, tu vois, la maison, la banque, ceci, cela. Et puis le premier truc, c'est déjà de déposer par pile, en fait, tout ce qui va ensemble, parce que ma façon de traiter l'administratif, c'est de tout mélanger, moi, tu sais. Je mélange tout, et puis après, quand je cherche quelque chose, je sais plus où c'est, quoi, en fait. Et ça, c'est très agaçant au bout d'un moment, surtout pour mon épouse. Donc s'attaquer à l'inconfort, c'est d'une difficulté aussi pour mettre ça en œuvre effroyable. C'est-à-dire que j'y pense, je cherche plein de trucs, si tu veux, pour essayer de trouver quelque chose de ludique là-dedans. Et malheureusement, c'est très difficile de trouver quelque chose de ludique ou de joyeux pour ranger.
Et puis d'un seul coup, ça m'est venu comme ça, une envie d'écouter un podcast en même temps. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant écouter un podcast pour m'accompagner dans ce classement finalement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à réfléchir. Hein. Tu regardes les papiers, tu vois bien de quelle nature ils sont, et puis tu les empiles, et puis après voilà, quoi, c'est réglé. Et je suis tombé en fait sur une émission de France Culture, en 4 parties. Alors j'ai écouté la première et un peu de la deuxième. C'est en fait une émission sur Gaston Bachelard, qui est un philosophe que j'aime énormément. Parmi tous les philosophes, je crois que c'est un de ceux que je préfère, parce qu'il a une approche de la philosophie en fait qui passe par le rêve. Et dans cette émission, cette première émission, j'ai noté quelque chose qui m'a rempli quoi pour la journée. C'est que en fait, il parle de la volonté. Et tu vois, c'est pas pour rien en fait que les choses arrivent. Tu vois, moi, ce qui me manque en fait pour classer mes papiers, c'est la volonté. Tu vois, c'est cette putain de volonté dont on entend parler depuis que je suis tout gamin. T'as pas assez de volonté. Etc. Et en fait, dans cette émission, il y a une clé super intéressante, c'est qu'il dit que la volonté sans rêve, c'est de la brutalité. Et effectivement, quand je fais retour, moi, sur à chaque fois que j'ai dû faire effort de volonté, tu vois, par obligation, en fait, hein, eh bien, c'était une manière brutale, en fait, avec laquelle j'ai abordé, en fait, ces différents domaines. Sans rêve, la volonté n'est qu'une brutalité. Alors après, tu peux prendre cette phrase et la transposer en fait dans plein de domaines. Tu vois, le premier domaine, moi, qui m'est venu, c'est mes papiers. Tu vois, c'est comment est-ce que je peux faire, comment je peux avoir de la volonté si je ne rêve pas en fait à un rangement qui soit intéressant, qui soit peut-être utile, qui soit pratique, qui me permette aussi d'en finir avec cette obsession de l'administratif. Parce que finalement, ça devient une obsession, tu vois, cette masse de papier qui est rangée dans un coin, si tu veux, et qui est comme une espèce d'aimant, si tu veux, à mes pensées régulièrement. Tu t'en rends pas compte, tu vois, je pense que tu as peut-être quelque chose comme ça chez toi aussi, tu vois, tu t'en rends pas compte, c'est là, présent, tu te dis on verra demain, on verra un autre jour, et puis finalement c'est une espèce de poison qui peu à peu remplit en fait ta cervelle et puis abîme en fait toutes les pensées. Donc j'ai envie de m'intéresser à ça vraiment, et j'ai commencé hier, tu vois. Bon, j'étais plein de bonne volonté au début, tu vois, et puis donc j'ai fait 2 heures d'une traite comme ça, tac. Après, je me suis dit, tiens, ça serait bien d'avoir le podcast de Bachelard pour m'accompagner, tu vois, déjà un premier signe de faiblesse, en fait, vis-à-vis de cette brutalité, entre guillemets, que j'avais installée pour ranger. Et le fait d'entendre cette phrase de Bachelard, ça m'a pas donné plus de volonté en fait pour ranger mes papiers. Au contraire, je crois que j'ai laissé tomber un petit peu les papiers en me concentrant sur le podcast. Et puis du coup, j'ai laissé tomber en fait le rangement pour la journée. Tu vois, c'est bon, bah, il faut l'accepter aussi. Hein. Voilà. Alors ça paraît débile, hein, ce que je suis en train de te dire encore une fois. Tu vois, moi j'ai souvent l'impression d'être un pauvre type. Qui raconte des choses que personne n'entend. J'ai souvent cette impression, et ça remonte à mon grand-père, je crois, du côté de mon père, qui, sans arrêt, racontait des histoires également, généralement à table, avec la télévision allumée, je me rappelle de ça, il y avait cette putain de télé qui était allumée. Mon grand-père commençait à raconter une histoire, généralement les repas de famille, tu vois, on est bien nombreux, et puis personne ne l'écoutait, c'est-à-dire que chacun continuait à regarder la télé, ou passe-moi le sel, passe-moi le poivre, etc., tu vois, donc lui, il s'en foutait, il continuait à raconter en tournant à vide. Alors moi, je l'écoutais par contre, hein. Moi, ce qui m'intéressait, en fait, dans
dans le fait de l'écouter, c'était de voir comment il répétait en fait la même histoire de 1000 manières différentes. Et ça m'a beaucoup appris sur la narration, si tu veux, sur comment on raconte en fait une histoire. Et ça m'a beaucoup appris aussi sur la notion de pauvre type, tu vois, c'est sur qu'est-ce que c'est qu'un pauvre type, hein, tu vois. Et tu vois, les pauvres types, il y en a partout, là, aujourd'hui, dans les rues, puis il va y en avoir de plus en plus, à mon avis, tu vois. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre type? Je crois que l'artiste tel que je rêve, moi, de l'être, tu vois, c'est le pauvre type par excellence. C'est le pauvre type par excellence. Il faudrait que j'arrive à devenir ce pauvre type-là qui ne serait pas une victime, si tu veux. Hein. Ça ne serait pas du tout la position de victime qui m'intéresse là-dedans. Au contraire, c'est dépasser l'idée de pauvreté générale, cette brutalité, en fait, avec laquelle on définit la pauvreté, pour la repeindre, puisque je suis peintre, d'une autre manière. Alors je pense que dans mon parcours, en fait, ce rapport à la pauvreté matérielle et à la pauvreté d'esprit, je l'ai rencontré plein de fois, alors que ça soit par les gens de ma famille, hein, tu sais, les femmes, souvent, quand elles sont en colère, elles disent « pauvre type », tu vois, donc ça, je l'ai entendu plein de fois dans ma jeunesse, vis-à-vis de mon père, vis-à-vis de mon grand-père, alors pas de mon arrière-grand-père, parce que mon arrière-grand-père, lui, était veuf, donc du coup, ça réglait le problème. Mais, et moi-même, je l'ai rencontré plein de fois dans ma vie avec mes différentes compagnes. Je crois qu'il y a ce ressort ultime, en fait, de la colère qui est une manifestation de faiblesse, finalement, qui fait qu'à un moment donné, quand on ne sait plus vraiment quoi faire ou quoi dire, l'expression pauvre type arrive naturellement, si tu veux. Et ensuite, tout dépend de la manière dont toi, tu vas prendre ça dans la figure, si tu veux. Si tu réfléchis pas, et on réfléchit pas quand on est jeune, tu te mets en colère aussi, tu vois, et puis ça engendre des choses assez terrifiantes. Et puis après, le temps passe, et puis tu réfléchis à tout ça tranquillement, tu as parfois même des regrets, des remords par rapport à certaines scènes, si tu veux, où cette brutalité, en fait, est apparue à cause d'une ignorance mutuelle, en fait. Hein. Et à ce moment-là, il y a plein de pistes, en fait, qui s'ouvrent devant toi, dont la première, c'était un peu orgueilleux, quoi. En fait, c'est de considérer que le pauvre type, c'est le Christ, tu vois. Ça, pendant des années, si tu veux, je pense que ça m'a collé à la peau d'avoir une espèce de position de martyr, si tu veux, par rapport à cette appellation de pauvre type. Et c'est dû, si tu veux, à toute une éducation catholique qui sciemment, je pense, manipule les cervelles en transmutant, en fait, l'idée de puissance en pouvoir. Alors ça, il va falloir que je m'explique là-dessus, parce que je trouve que c'est très très important, cette notion de puissance, la différence entre puissance et pouvoir. Je pense que le pouvoir, en fait, est une espèce de canal étriqué, en fait, de la puissance. Et que par l'entremise de ce canal, si on s'engouffre dans ce canal-là, qui est le canal du calcul, qui est le canal de la manipulation, qui est le calcul de la domination ou de la soumission par rapport aux autres, eh bien, on s'écarte, en fait, de la vraie énergie, de la vraie puissance, si tu veux, qu'on a en nous.
Et pour associer avec la peinture, c'est exactement la même chose quand on pense qu'on a acquis un certain savoir, un certain nombre de techniques, une habileté. On a exactement la même propension, en fait, à s'engouffrer dans cette voie étriquée qui est la voie du pouvoir. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a le pouvoir de peindre quelque chose et on est aveuglé, en fait, par ce pouvoir. Alors, d'autant si on réussit. Si on réussit, en fait, à faire un paysage magnifique, si on réussit à faire un portrait magnifique, si on réussit à... Il y a un moment donné où on est aveuglé, en fait, par ce pouvoir. Et où on est véritablement un pauvre type à ce moment-là. Je regardais un dessin, en fait, de Léonard de Vinci. Alors, c'est un autoportrait, entre guillemets, parce qu'à mon avis, c'est pas lui. C'est une représentation idéale, en fait, de ce qu'il visait, d'un vieil homme, avec les traits abîmés, si tu veux, la peau avec beaucoup d'imperfections, les cheveux qui tombent comme ça, comme des ondulations. Et je pensais à cette idée, en fait, de pouvoir et de puissance. Et dans ce dessin, si tu veux, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que, en fait, le pouvoir remonte à la puissance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Léonard a dû se rendre compte de ça. Il a dû se rendre compte, en fait, de cette erreur du pouvoir. Et ce dessin est très simple, en fait. Il y a très peu de lignes. Si tu examines vraiment les lignes du dessin, tu vas voir que c'est des petits segments, en fait, où il appuie un tout petit peu, tu vois, pour renforcer une ombre, etc. Et à la manière de Matisse, d'ailleurs, quand tu regardes les dessins de Matisse, il y a exactement le même travail sur la ligne, qui n'est pas une ligne continue, qui n'est pas une ligne faite que de courbes, par exemple. Tu as des segments de droite qui interviennent à des endroits où il devrait y avoir normalement une courbe, tu vois. Non, il y a un petit segment de droite qui casse la courbe et qui donne un caractère d'un seul coup extraordinaire à son dessin. Et je pensais à ça et je pense que tous les artistes... sentent ça, je pense, à un moment donné de leur parcours, c'est-à-dire cette envie d'aller plus loin en abandonnant le pouvoir, en fait. Quand je parlais de Picasso hier, je parlais d'un moment donné où il disait « je ne cherche pas, je trouve ». Et je pense que c'est aussi ça, c'est aussi accepter, en fait, cette puissance. C'est-à-dire, dans le fait de chercher, tu as cette notion de pouvoir encore, tu vois. Tu te dis, je cherche, donc je peux chercher, donc je vais être le plus fort si je trouve, tu vois. Alors que si tu lâches prise à cette volonté, en fait, de chercher, si tu pénètres dans le rêve du dessin, si tu veux, tu trouves tout de suite la source. Elle vient naturellement. Tu n'as plus besoin de la chercher, tu n'as plus besoin de ce pouvoir, en fait. Tu es dépossédé. Et c'est ça qui est difficile à accepter pour bon nombre de dessinateurs ou de peintres, je pense. C'est cette dépossession, en fait, parce que dans la notion de pouvoir, il y a la notion de propriété également. Ça m'appartient, j'ai fait un magnifique tableau, c'est moi qui l'ai fait, c'est fantastique, admirez-moi, tu vois. Il y a cette notion-là qui est des troubles, en fait, dans le cheminement de l'artiste. En acceptant de rejoindre la puissance, en fin de compte, on y laisse quelque chose. On laisse ce quelque chose, qui est soi.
ou ce qu'on croit être, pour rejoindre quelque chose de plus vaste, où l'idée de reconnaissance, l'idée d'admiration, l'idée de ceci ou de cela, de gloire, de richesse, j'en sais rien, elle n'a pas de sens. Je pense que les constructeurs de cathédrales le savent, enfin le savaient. Il y a quelque chose de très... qui pour moi me crée une émotion fabuleuse de voir tous ces anonymes en fait qui ont construit les cathédrales, qui ont construit tous les monuments d'ailleurs, que ce soit les temples d'Égypte, que ce soit les pyramides, que ce soit tous les grands monuments en fait sont construits par des anonymes. Et à la limite, c'est tout ce qui reste. Peut-être que la Joconde, dans 100 ans, dans 200 ans, elle aura disparu. Alors que les pyramides, non, je pense pas. À moins qu'il y ait un cataclysme inouï qui gomme tout à la surface de la Terre. Donc cette volonté d'anonymat, par quoi est-ce qu'elle est poussée ? Sinon un rêve. Un rêve qui cherche à se rejoindre, finalement. Un rêve qui fait de la volonté autre chose que de la brutalité. Et c'est la même chose qu'un pauvre type qui découvre en fait sa pauvreté comme une abondance. Parce qu'en fin de compte, il n'y a qu'à partir de cette pauvreté-là que l'abondance arrive. Alors je ne parle pas d'abondance dans le sens que d'un seul coup, tu reçois des millions par la poste, c'est pas ça. Encore que j'ai des réticences parce que ça me paraît très obscène. Mais c'est encore une vue de l'esprit. Cette abondance, en fait, qui une fois qu'on a découvert en fait cette puissance, est intarissable. C'est intarissable de pouvoir peindre sans relâche, de pouvoir dessiner sans relâche. Autant que tu respires, autant que tu puisses le faire, tu vois. Je pense à mon ami Thierry Lambert. Il est intarissable. Il est dedans, il est dans cette puissance créatrice, si tu veux. Il n'a pas cette attention au pouvoir, malgré tout ce qu'il peut déployer des fois dans son personnage sur les réseaux sociaux, comme colère, comme émotion, etc. Je pense qu'il est accroché en fait de plein pied à cette puissance. Et d'un autre côté, c'est d'une grande sagesse d'être aussi cet homme colérique parfois, cet homme triste de temps en temps, cet homme qui s'indigne, cet homme qui s'insurge, cet homme qui se dit aussi pauvre type à certains moments, et cet homme qui se dit aussi un grand artiste, parce qu'il est de ce monde. On ne peut pas rentrer complètement dans cette puissance non plus. Je pense que c'est pour ça aussi que Picasso a eu une telle presse à certains moments, parce qu'il était traité de salaud, etc. C'est que quand on est en contact avec cette puissance, on est absorbé tout entier par elle. Et que pour rester au monde, on est obligé peut-être à certains moments de revenir à la brutalité.
Peut-être qu'on ne sait pas faire autrement. C'est confortable, en fin de compte, de s'installer. À chaque fois qu'on s'installe dans quelque chose, c'est confortable. Ça nous conforte. Est-ce que vivre, c'est se conforter ? Se conforter, à un moment donné, ça peut être synonyme de stagnation aussi, d'immobilisme. À force de se conforter, on ne bouge plus. On est tellement entouré en fait de renforts, de contreforts, qu'on est conforté dans un immobilisme. Et à ce moment-là, il faut aller vers l'inconfort, vers ce qui est difficile pour soi. La pudeur, par exemple, est difficile. Moi, j'ai longtemps confondu, en fait, la pudeur avec de la politesse et du respect. Parce que c'est une tradition séculaire, si tu veux. C'est l'enseignement catholique, c'est l'enseignement à l'école, hein, si tu veux, la pudeur, le respect pour l'autre. Mais finalement, cette pudeur, c'est une forme de brutalité. Cette politesse, c'est une forme de brutalité. Ce qu'on appelle le vivre ensemble. De cette façon-là, c'est souvent une forme de brutalité. Donc l'inconfort, à ce moment-là, c'est quoi ? C'est l'impudeur. Devenir impudique. Entraîner l'autre même dans l'impudeur. Trouver un moyen de communication dans cette impudeur pour rejoindre cette puissance dont je parle. Et puis un jour, on arrête de vouloir entraîner qui que ce soit. On y va tout seul. On n'a pas besoin de l'autre pour rentrer dans l'impudeur. La preuve, je suis en train de faire ce podcast tout seul. Mais cet inconfort, en fin de compte, de la honte, de la culpabilité, de l'impudeur, c'est là qu'il faut aller chercher, je pense, des idées neuves. Dans ce rapport entre puissance et pouvoir. Pour sortir du capitalisme, du libéralisme à outrance. On est obligé de tomber sur la politique à un moment donné. On est obligé. En tant qu'artiste, on ne peut pas faire l'impasse. En tant que pauvre type, on ne peut pas faire l'impasse. On voit bien qu'il y a une séparation qui a été effectuée entre les lieux où on doit chier et les lieux où on doit manger. Une séparation arbitraire. Les bourgeois d'un côté, les ouvriers de l'autre. Les braves types d'un côté, les pauvres de l'autre. Et toute une hypocrisie, en fait, qui se greffe là-dessus. Inconsciente, la plupart du temps, puisqu'elle est détournée, en fait, par une éducation. Par des principes, par des valeurs, dont on va se servir après pour faire des cérémonies le 11 novembre. En honorant les morts
tomber au champ d'absurde. À un moment donné, j'ai eu envie de prendre tous mes papiers, si tu veux, et puis j'ai un barbecue, tu vois, dehors dans la cour, et de tout flanquer dans le barbecue et de mettre le feu, tu vois. Ça, je l'ai fait déjà plein de fois, en fait, dans ma vie, sur des carnets sur lesquels j'avais écrit pendant des années, tu vois. Un jour, j'ai pris tous les carnets, j'ai tout flanqué dans le feu. Ça m'obsédait tellement qu'à un moment donné, j'avais pas trouvé d'autre solution, en fait, que de tout jeter, de tout brûler, pour ne plus être encombré. Ça, c'est de la brutalité. C'est de la brutalité envers soi. C'est toute la brutalité du monde ou de la société qu'on retourne contre soi. Repartir de zéro, c'est arriver à ce point, si tu veux aussi, où tu as le choix. Parce que tu sais que les nombres négatifs existent, hein, et on peut aller dans l'autre sens. À partir de zéro, on peut encore aller beaucoup plus loin dans le négatif. Aller jusqu'au bout du négatif. Et puis à un moment donné, tu peux aussi te dire que de toute façon, aller dans le négatif ou aller dans le positif, ça revient au même. L'infini est dans les deux sens. Alors dans quel sens aller finalement ? Finalement, c'est pas mal d'être sur la position du zéro et d'observer tout ce qui est en train de se passer dans cette position. Voilà aussi pourquoi je fais ce podcast. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. Salut.